pour sa 5e génération, le Lincoln Navigator reçoit une dose bien méritée de style et de technologie. Mais est-ce que c'est suffisant pour le rendre meilleur que le Cadillac Escalade? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain recommandée par CA Québec. Gabriel, je commencerai en te mentionnant que la clientèle du Navigator est la plus jeune de toute la gamme Lincoln. Qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit qu'il y a vraiment un engouement pour l'escalade qui est la référence du créneau. Mais j'ai l'impression que du côté de Lincoln aussi, on essaie de jouer un peu la même carte. La clientèle des autres véhicules de marque Lincoln, qui sont tous des VUS d'ailleurs, depuis que Lincoln a décidé d'arrêter de produire des voitures, des berlines, est plus âgée. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment une inspiration côté design dans ce véhicule-ci qui me rappelle un peu le Nautilus, notamment justement la grosse dalle numérique là, à la base du pare-brise. Qu'on va retrouver dans tous les futurs produits Lincoln, sans doute. Là. Ouais. Exact. Et tout ça, évidemment, tu sais, Lincoln, c'est aussi une marque qui, curieusement, est très populaire en Chine. Puis les Chinois, ils aiment beaucoup les gadgets. Ouais. Pour eux, ils sont souvent pris dans la circulation. Puis ils aiment beaucoup tout ce qui est écran, tout ce qui est connectivité, ces choses-là. Et donc, on a vraiment l'impression que ce système-là, avec cette dalle numérique qui fait 48 pouces, là, presque d'un pilier A à l'autre ou presque, avec l'intégration des haut-parleurs, ça a vraiment été conçu pour ça, pour essayer d'en mettre plein la vue à tous les gens qui montent à bord, ici côté passager notamment. Bien, ça marche, honnêtement. C'est très original et c'est quand même audacieux par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Si tu possèdes un Navigator d'ancienne génération, bon, on s'entend que ça, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Mais quand tu prends place à bord et que tu vois ça, bien, tu fais, OK, ils ont vraiment changé, modernisé le véhicule, là, c'est ça. Puis c'est l'attrait est énormément ici, là, quand tu prends place au volant. Oui, tout à fait. Par contre, évidemment, c'est pas un écran où tu peux aller toucher sur l'écran, il est vraiment très loin de toi. Donc, pour le paramétrer, il faut passer obligatoirement par l'écran central ici. Ouais. Et ça devient parfois un peu compliqué, surtout quand tu es au volant. Ça peut être assez distrayant de réaménager un peu la disposition parce que tu peux déplacer l'information d'un côté ou de l'autre. Bien, tu vois, moi, j'ai justement trouvé que c'est sûr que tu le fais pas en roulant, mais tu peux prendre des applications et aller les positionner comme tu veux pour avoir l'information que tu souhaites avoir. Tu peux tout personnaliser, puis je trouve ça quand même bien et c'est très facile à consulter. Là où j'ai un petit peu plus de misère, c'est de voir comment tout ça, ça va vieillir, comment ça va évoluer dans le temps. Parce que tu as beau pouvoir avoir des mises à jour info-nuagiques, encore faut-il que cet écran-là qui est physique vieillisse bien. Mais pour le moment, j'ai pas le choix de t'admettre que côté expérience utilisateur, je déteste pas. Parlons mécanique un peu, là, tu sais. Essentiellement, là, c'est un véhicule qui est construit sur un châssis à échelle, donc c'est presque un Ford F-150 avec une carrosserie, si on peut s'exprimer ainsi. Côté moteur, c'est assez réussi selon moi. Évidemment, V6, 3,5 litres, turbo compressé. Ouais. Surtout la boîte de vitesse à 10 rapports. Ça, qui est la même que tu vas retrouver dans un Yukon ou un Escalade, ironiquement. Mais par rapport à General Motors, bon, on sait que General Motors domine largement le segment du VUS de luxe pleine grandeur en Amérique du Nord. Et Lincoln est loin derrière au niveau des ventes. Bon, on se rattrape un peu avec cette nouvelle génération-là, mais quand même. Sauf que GM a encore un vieux V8 de 6,2 litres. On est sur le point d'abandonner le moteur diesel Duramax et on n'a rien de très impressionnant côté mécanique chez GM pour rivaliser avec Ford et Lincoln, qui ont un moteur qui a bien évolué et surtout qui a prouvé sa fiabilité au fil du temps. Alors chez Ford, la fiabilité, c'est pas toujours, disons, l'élément le plus convaincant, mais dans le cas de cette mécanique-là, pas le choix d'admettre qu'elle est performante, qu'elle accélère promptement, qu'il y a beaucoup de puissance, un couple initial qui est super intéressant et que c'est fiable. Oui, c'est 440 chevaux, 510 livres-pieds de couple. Encore une fois, une boîte automatique à 10 rapports qui fait vraiment bien le travail de ce côté-là.
Et c'est quand même, je te dirais, assez nécessaire parce que quand on parle du poids de ce véhicule-ci, c'est 2689 kilos. C'est presque 6000 livres de poids. Reste en kilos, c'est moins pire de même. Donc, heureusement qu'on a un moteur qui est assez performant, associé à une boîte à 10 rapports. Mais même là, la consommation demeure très élevée sur ce véhicule-là. Oui, mais pas plus que chez General Motors, pas plus que chez Jeep avec un Wagoneer qui a une mécanique dernier cri et qui ne réussit pas à moins consommer que ce qu'on a ici. Alors, chez Jeep, c'est un 6 cylindres en ligne. Bon, on a essayé l'Infiniti QX80 récemment. Ça consomme à peu près la même chose. À un moment donné, quand tu as une masse comme celle-là à trimballer, que c'est aérodynamique comme un congélateur et que c'est un véhicule qui est capable de remorquer, dans ce cas-ci, 8500 livres, bien, tu ne peux pas t'attendre à une consommation de 8 litres au 100. Non, à moins d'avoir une motorisation diesel, ce qui n'existera à peu près plus sur notre marché, ou d'avoir de l'hybridation. Et je te dirais que c'est là où je fais... Bon, bien, les constructeurs américains n'ont pas évolué à ce chapitre. Je trouve que c'est une déception parce que Ford a eu des technologies hybrides intéressantes sur d'autres véhicules. GM, c'est un élément qu'on a littéralement boudé, là. Mais n'oublions pas que Lincoln n'a pas de véhicule électrique, a des motorisations hybrides sur d'autres versions, mais ne l'a pas sur le Navigator. Et je pense que d'avoir cette carte-là pour pouvoir se différencier par rapport à General Motors, ça serait un sérieux avantage. On sait que Ford et Lincoln maîtrisent la technologie hybride sur d'autres véhicules, alors pourquoi ne pas l'adapter à un produit comme celui-là? D'autant plus que on le sait, là, dans un véhicule comme ça, il y a du profit, là. Il y a de la marge. Fait que tu peux faire un petit peu de recherche et développement. Opte pour une garantie qui couvre jusqu'à la valeur de ton véhicule, surtout si les coûts d'entretien sont élevés. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Vous le savez, il y a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. Et comme les voitures à essence, il est important de faire un traitement anti-rouille annuel parce que la voiture électrique est dotée d'une carrosserie qui est tout aussi vulnérable à la corrosion que celle d'une voiture traditionnelle. Par contre, il est important de faire affaire avec des experts du domaine qui sauront comment traiter le véhicule, qui connaissent non seulement le produit, mais la façon de l'appliquer afin que votre véhicule soit bien protégé et que vous puissiez continuer de rouler votre véhicule électrique en toute quiétude. Pour ce qui est du comportement routier, ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas une suspension pneumatique adaptative. On a des amortisseurs qui sont adaptatifs, mais des ressorts qui sont conventionnels. Évidemment aussi le châssis en échelle. Et moi, ce que je trouvais pour ce qui est de la dynamique du comportement routier, c'est qu'on essaie de mettre l'accent sur le confort, mais tu as vraiment l'impression que le véhicule flotte beaucoup là, sur ses suspensions, que c'est pas tout à fait maîtrisé. Il y a un autre mode de conduite qui est le mode Excite, qui raffermit un peu tout là, pour ce qui est de l'amortissement, justement. Ça aide un peu pour ce qui est du comportement routier, mais je dirais qu'on essaie encore une fois d'y aller côté confort, mais il y a encore beaucoup trop de mouvements, d'amplitude de mouvement de la caisse, particulièrement au freinage, parce qu'encore une fois, le véhicule pèse 6000 livres. Fait que de ce côté-là, pour ce qui est de l'agrément de conduite, du plaisir de conduite, c'était beaucoup mieux servi, selon moi, par un BMW X7 qui va se conduire nettement mieux. Puis même un Mercedes-Benz GLS va avoir une meilleure tenue de route, une meilleure dynamique que ce véhicule-ci. Je sais que c'est pas le critère premier pour l'achat de ce type de véhicule, l'agrément de conduite, mais si pour vous, c'est quelque chose qui est un peu plus important, bien, le BMW X7, encore une fois, ou le Mercedes-Benz GLS va faire un meilleur travail que celui-ci. Bon, évidemment, il y a aussi le fait qu'on roule actuellement en 22 pouces et qu'il y a une option de roue de 24 pouces. Ça, c'est hallucinant. Ça. Où on va s'arrêter? La prochaine étape, c'est de mettre des lumières dans les roues puis de mettre des enjoliveurs spinners. Là. Tu comprends-tu? À un moment donné, 22 pouces, c'est juste trop gros pour nos conditions routières. Et là, tu offres cette possibilité de 24 pouces. C'est vrai que c'est beau, là.
Ouais. Mais ça va mal. C'est ça. Comme on le dit au Québec, trop c'est comme pas assez. Ça en est l'illustration la plus frappante. Ouais. Effectivement, c'est une question de look avec des jambes de 24 pouces. Le véhicule a l'air très beau lorsqu'il est stationné et ça va être l'enfer à conduire. Sans parler du coût des pneus d'hiver et des pneus de remplacement, ça va être la totale. Ouais, des pneus d'hiver en 24 pouces, je pense qu'on est mieux d'oublier ça en partant. Hein. Puis l'autre truc qu'il faut souligner, c'est que 45 des ventes de Navigator se font avec le modèle empattement allongé. Alors, évidemment, tu rallonges l'empattement, tu améliores encore le confort. Ton seul désavantage, c'est d'avoir de la misère à faire un virage en U dans un endroit qui est un peu serré parce que là, le cercle de braquage est quand même passablement plus grand. Mais c'est un véhicule qui commence à être long et pas à peu près quand tu prends un Navigator L. Il faut dire qu'une partie de la clientèle, bien, ce sont des entreprises de limousines aéroportuaires, ce genre de véhicules-là. Et dans ce contexte-là, bien là, on peut comprendre pourquoi on va choisir des modèles plus spacieux, plus confortables. On a besoin d'espace, on veut offrir le nec plus ultra aux consommateurs. Mais sinon, la pertinence d'aller chercher un Navigator L, à moins que tu aies 9 enfants, je ne sais pas c'est quoi. Mais encore une fois, moi, ce que je remarque, c'est évidemment l'habitabilité ici, surtout l'espace à la deuxième rangée. La troisième rangée, c'est un peu plus limite. Mais aussi, tu as une soute qui est immense pour les bagages. Ouais. Surtout, évidemment, si tu baisses la troisième rangée et puis tu passes à pas loin de 3000 litres d'espace cargo si tu baisses aussi les sièges de la deuxième rangée. Mais Donc, je te dirais c'est oui. énorme. Sauf que ce que j'ai remarqué, bon, Lincoln a été le premier dans ce segment-là à offrir une suspension indépendante arrière, ce qui a justement permis d'abaisser le plancher de sol et de gagner en volume utilitaire. Mais là, évidemment, tout le monde l'a fait et Lincoln n'a pas évolué depuis. On a l'impression qu'on étire un peu la sauce sur le plan technique et il serait temps qu'on amène une nouvelle innovation pour justement pouvoir se distinguer parce que bien que ce véhicule-là ait beaucoup de crémage, puisse en mettre plein la vue au niveau de son habitacle, au niveau de sa technologie, bien, je ne vois pas comment ce véhicule-là va pouvoir continuer d'être réellement compétitif longtemps par rapport à General Motors qui, on s'entend, va renouveler son camion d'ici peu et de toute façon domine le marché. J'ai l'impression que ça en prenait plus que ça. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Jesse, disons qu'on veut se gâter et on veut louer un Lincoln Navigator pour un week-end ou pour les vacances. Est-ce qu'il faut absolument prendre la police d'assurance de la compagnie de location? En fait, ça dépend parce qu'il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, la question de la responsabilité civile. C'est elle qui va couvrir les dommages qu'on pourrait faire à la propriété d'autrui ou les blessures qu'on pourrait infliger à quelqu'un lors d'un accident hors du Québec, donc dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. Généralement, on est couvert pour 1 million là-dessus si on détient une police d'assurance auto, mais ça peut aller à 2 millions et c'est ce qu'on recommande à CA Québec si on compte sortir de la province avec le véhicule loué. Pour ce qui est des dommages à ce même véhicule-là, à ce moment-là, il faut détenir l'avenant FAQ 27 sur notre police pour que les dommages soient couverts. Mais attention, il y a souvent une limite aux dommages, donc à la couverture des dommages, qui peut être de 50 000, 75 000 ou 100 000 par exemple. C'est sûr que ça pourrait faire l'affaire pour une berline compacte, mais pour un véhicule comme le Navigator, dont la facture dépasse allègrement 100 000 ça risque d'être insuffisant. Donc, à ce moment-là, on peut se tourner vers les assurances offertes par notre carte de crédit, si c'est le cas. Et si on n'en a pas du tout, il faut faire comme les gens qui n'ont pas de police d'assurance auto et à ce moment-là, prendre, oui, les assurances du locataire et savoir que ça va coûter pas mal plus cher. L'avenant FAQ 27 est compris dans la police anti-stress des assurances auto et habitation CAA Québec ou sinon, on peut se l'offrir en option si on veut. Alors, on invite les membres et le public à s'informer auprès d'un agent pour connaître le détail de cette protection-là. L'échelle de prix du Lincoln Navigator commence à 122 190 $ pour un modèle Premier et s'étend jusqu'à 155 690 $ pour le modèle Black Label L, celui qui trône au-dessus de la gamme. Par contre, il faut faire attention à la taxe de luxe qui s'applique. Le modèle Reserve a quant à lui une étiquette de prix de 138 028 $ incluant les frais de transport et de livraison et la taxe de luxe qui se chiffre à 6 338 $. En location, les mensualités tournent autour de 2 120 $ taxes incluses sur 48 mois à un taux de 6,29 % avec 20 000 km inclus.
Côté financement, on parle plutôt de 2 556 à taxes incluses à un taux de 4,99 % sur 72 mois. Avec les taux en vigueur, on semble vouloir encourager l'achat des Navigator, tout comme c'est le cas pour Cadillac avec l'Escalade. Et si vous faites l'achat d'un véhicule familial de cette valeur, ce serait important d'évaluer les avantages et les désavantages chez les deux marques pour s'assurer de faire le bon choix. Voiture modifiée, quel est l'impact sur l'assurance auto? Évidemment, un décalque de flamme sur une aile ne devrait pas faire augmenter votre prime. Pour les modifications qui augmentent la valeur du véhicule ou le risque pour l'assureur, ça doit être déclaré. Omettre de mentionner une modification peut réduire votre indemnisation ou annuler une partie de votre contrat. Il arrive, Mathieu, qu'on présente des véhicules de performance. Eh bien, pas cette semaine. Tout est question de confort à bord du Navigator. Les bancs maçons, peux-tu en parler? C'est extraordinaire, ça, pour vrai. Mais d'ailleurs, tu en parles souvent plus longtemps quand on a un véhicule avec des sièges maçons. Tes chroniques sont plus longues. OK, bien allons-y. Allons tout de suite à l'essentiel. Écran de 48 pouces, difficile de l'ignorer. Encore une fois, il est paramétrable. Vous avez comme 5 sections, dont 3 dont vous pouvez choisir ce que vous voulez qu'on vous affiche. La météo, la boussole, votre économie de carburant, l'horloge, différents types de trajets, pression des pneus. Permets-moi de te dire que je trouve ça comique d'afficher économie de Oui. carburant. Alors dans un que ça véhicule vaut, plus, Ouais. ça vaut plus que mon club de balle, ce char-là. Il y a une redondance aussi d'informations parce que par moment, tu peux te retrouver avec 2 fois la carte avec GPS. Tu peux te trouver aussi à avoir l'heure affichée à 2, voire 3 endroits différents et aussi des degrés météo qui ne seront pas nécessairement les mêmes. Ouais. Là, ici, ça va 21, mais tantôt, il y avait une différence d'à peu près 1 degré. Ben ça oui, dépend mais d'où vient la source. Peut-être que tu es plus chaud, toi, que moi, et que la chaleur se promène. On Ça le sait pourrait pas. être ça. Je trouve ça franchement magnifique, la manière dont c'est fait, parce que ça s'inscrit bien dans le design. Autre moyen de communication avec le véhicule, mis à part l'écran tactile et les différentes informations, c'est un assistant Google. On le sait depuis plusieurs années. On va retrouver Alexa, on va retrouver d'autres assistants de ce style-là. On s'adresse au véhicule, il nous répond via les technologies tantôt de Google, tantôt de Amazon. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu considères que ça va bien vieillir? Parce que BMW a récemment dévoilé un genre d'écran qui est similaire à ça. C'est-à-dire qu'on prend la base complète du pare-brise, mais on utilise la réflexion dans le verre pour afficher de l'information qu'on pourrait modifier à 100% au fil du temps, au fil des années. Ici, c'est quand même du matériel physique et c'est plus limité, là. C'est vraiment une bonne question parce que bien heureux celui qui peut prédire l'avenir des écrans dans 5 ou 10 ans. Pour l'instant, ce sont des écrans qui sont quand même à une bonne distance, donc on peut tricher un peu sur le raffinement de la résolution. Ouais. Ça me semble être quelque chose qui va bien vieillir jusqu'à dans 3-4 ans, mais après ça, ça va être quoi? Est-ce qu'on va avoir un système holographique? Est-ce qu'on va avoir justement un système de projection? D'ailleurs, on a même été jusqu'à en mettre un petit écran à l'arrière qui va être mis à rude épreuve si vous avez des enfants, tu sais, avec la gourde, avec le biberon, ces affaires-là. Moins pire que dans le Grand Wagoneer. Tout à fait, parce que cet écran-là était même encore plus proche des porte-gobelets, C'est un porte-verres. rival direct de ce camion-là, en plus. Exact. Et l'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'on voit souvent ça, tu sais, l'espèce de contrôle parental. Et là, je trouve ça vraiment drôle parce qu'on a le contrôle parental pour empêcher les enfants d'ouvrir la porte, de baisser les fenêtres. Et là, on peut aussi bloquer l'écran. Le petit écran à l'arrière pour pas que les enfants soient tout le temps en train de taponner après ça. On peut-tu leur baisser le volume? Aux enfants, Oui. je pense qu'il va falloir faire un petit muret. Ça serait ça la solution. Mais tu as quand même tout un système de son avec les 28 haut-parleurs. Je dois avouer que ça m'a quand même un peu ébloui. Mais là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité. J'aimerais ça que tu te tailles, s'il te plaît. T'as un peu de tranquillité, bouge pas. J'ai ça ici dans les paramètres, juste ici, et tranquillité. Tiens. Gabriel, pour cette 5e génération du Lincoln Navigator, est-ce qu'on a tout fait pour être capable de rattraper le Cadillac Escalade? Je dirais que cette génération, la 5e génération du Navigator, c'est celle qui se rapproche le plus, si on veut, de ce qu'est l'Escalade. Cela étant dit, il y a quand même certaines lacunes, des lacunes, je pense, qui sont assez importantes, notamment le fait qu'il n'y ait
Pas de motorisation hybride. Bon, tu vas me dire le Cadillac non plus, mais toujours est-il que dans ce segment-là, ça devient de plus en plus un facteur. Pas de motorisation électrique non plus. Exactement. Et donc, aucune forme d'électrification, en fait. Pour le reste, c'est un véhicule qui, au niveau, bon, évidemment, sa conception, c'est un châssis en échelle avec une carrosserie. C'est clair que ça ne tient pas la route autant que, par exemple, un BMW X7 qui a une structure monocoque comme architecture. Alors, c'est un véhicule qui véritablement met l'accent un peu plus sur l'environnement à bord, mais encore là, ce très, très grand écran avec l'interface qui est parfois un peu compliquée, ça peut être assez déroutant. Bonne capacité de remorquage tout de même. Donc, c'est un véhicule sérieux dans le créneau, mais encore, le Cadillac demeure encore et toujours le leader, même si l'écart est un petit peu plus près maintenant entre les deux véhicules. Pour ma part, je trouve que le Lincoln Navigator est un véhicule confortable sur l'autoroute, avec un bon mariage entre le moteur et la transmission. C'est linéaire, c'est pas agréable à conduire, beaucoup d'espace, beaucoup de technologie. Mais dans ce segment-là, je pense que toi, si tu avais à choisir un véhicule, on irait un petit peu ailleurs, là. Personnellement, comme j'aime beaucoup conduire, puis la tenue de route, ces choses-là, c'est sûr que si tu me demandes de choisir un VUS 7 passagers, j'irais plutôt du côté du BMW X7, par exemple. Mais encore une fois, tu as raison, c'est pas le même type d'acheteur pour ce véhicule-là que le Lincoln Navigator ou le Cadillac Escalade, ça c'est sûr. Merci, Gabriel. La semaine prochaine, on essaye le Honda CR-V Trail Sport.